Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Face à moi, Jean Leonetti, le maire d'Antibes-Juan-les-Pins, celui qui prend les décisions et qui va nous les expliquer. Dans cet épisode, 2 sujets. D'abord, nous parlerons finances. Dans un contexte national économiquement difficile, comment Antibes-Juan-les-Pins tire-t-elle son épingle du jeu ? Ensuite, pourquoi Jean Leonetti a-t-il choisi de baptiser un jardin du nom de Méliné et Missak Manouchian ? Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. Récemment, vous avez animé en conseil municipal le débat d'orientation budgétaire et vous avez annoncé une perte sèche de 15 millions d'euros liée aux nouvelles contraintes imposées par l'État. Est-ce que c'est une diminution des ressources qui va mettre en danger le budget de la ville et son équilibre ? Alors l'État a fait les choses de manière progressive. Donc l'État a pris, par rapport à il y a 10 ans, 15 millions par an à la ville d'Antibes, si on tient compte des 3 millions qu'il va prélever supplémentaires sur cette année difficile sur le plan budgétaire national. Donc 15 millions, c'est pas rien. 15 millions, c'est de l'investissement qui est perdu. 15 millions, c'est la négociation du port. Le port avant rapportait un demi-million à la ville. Aujourd'hui, il rapporte 15 millions par an à la ville. Si je caricaturais, je dirais que finalement, l'État est venu prélever le bénéfice de la négociation avec le port Vauban et le port Galice que nous avions mené il y a quelques années. Le deuxième point, 15 millions, c'est aussi les rentrées financières qu'aurait la ville d'Antibes-Juan-les-Pins si elle avait la même fiscalité que les villes de même strate ou les villes de la Côte d'Azur, similaires. Donc, bien sûr, on pourrait lever l'impôt. On se mettrait à égalité avec nos villes voisines et amies et on aurait 15 millions de plus qui rentreraient. Ce n'est pas le choix qu'on fait. On fait le choix d'une dynamique financière qui, 1, n'augmente pas les impôts, 2, continue un investissement fort, 3, ne limite pas le service public et le service aux habitants. Et on a évoqué, bien sûr, comme d'habitude, la sécurité et la solidarité qui ne seront pas touchées dans ce budget. Comment vous faites pour ne pas augmenter l'impôt alors que je crois que la Chambre régionale des comptes vous conseille même de le faire? Ça fait combien? 15 ans que la ville d'Antibes n'a pas augmenté les impôts. Pourquoi vous n'augmentez pas les impôts au fait? Ça fait 15 ans aussi, ça fait encore un 15. Encore un 15, oui. Ces 15 ans, on s'est toujours posé la question. C'est idéologique? C'est quoi? C'est cette volonté de ne pas... je pense que ce pays quand même est le plus imposé d'Europe. C'est probablement un des plus imposés du monde. Et donc, ça casse la dynamique de dire il me manque de l'argent, je lève l'impôt. Et je dirais que non seulement ça casse la dynamique et l'ingéniosité qu'on peut avoir, mais c'est une solution de facilité. Et cette solution de facilité, à un moment donné, elle pèse et elle empêche la croissance. On me dit, pourquoi tu ne montes pas les impôts à Sophia Antipolis? Ces entreprises sont florissantes. Peut-être que des entreprises viennent facilement à Sophia Antipolis parce que les impôts sont plus bas qu'ailleurs. Donc la France, qui a déjà cette marque négative de l'impôt, de la complexité juridique et administrative, si on passe ce signal, bien je pense qu'on limite la croissance. Et quand on limite la croissance, on limite les rentrées fiscales. Et quand on limite les rentrées fiscales, bien, on ne peut pas faire de la solidarité. Vous savez, il y a un président de la République qui disait « trop d'impôts tue l'impôt ». Il avait raison, mais ça s'est malheureusement accentué depuis qu'il est parti. Si on simplifie vraiment au maximum la lecture d'un budget, c'est comme le budget d'une famille, finalement, il y a des recettes et des dépenses. On a bien compris, dans les recettes, vous n'augmenterez pas les impôts et l'État vous ponctionne 15 millions d'euros. Du coup, comment ça va se jouer sur les dépenses? Est-ce que vous allez investir moins? Est-ce que c'est ça la solution pour équilibrer le budget? Alors, l'investissement, d'abord, il y a des coûts, entre guillemets, des coûts partis. On ne va pas arrêter du jour au lendemain les travaux qu'on fait à Juan-les-Pins. On ne va pas arrêter le bus-tram. On ne va pas arrêter non plus le stade nautique. Donc, on va continuer à investir. Mais au fond, l'investissement, c'est une façon... c'est une bonne dette. C'est une dette qui ensuite rapporte. Par exemple, le bus-tram, il va se terminer là. Et quand il va se terminer, on va arrêter l'investissement.
Et donc, on va pouvoir, à ce moment-là, avoir une période plus apaisée. Quand on aura fini Juan-les-Pins, quand on aura fini le stade nautique, on ne va pas le refaire une deuxième fois. Donc, j'ai une idée particulière, c'est que Antibes-Juan-les-Pins mérite le meilleur. De temps en temps, on dit, mais pourquoi faire des choses aussi belles, voilà, mais aussi lourdes, aussi chères? Eh bien, parce que quand on bricole, quand on fait médiocre, ben, ça dégrade l'image de la ville et ça diminue sa capacité à investir. Parce que d'où vient finalement l'argent? C'est ça la question. C'est ça. D'abord, où est-ce que vous les prenez, les nouvelles recettes? Bon, d'abord, de toute évidence, il y a eu une bascule sur le port Vauban et le port Galice avec la nouvelle négociation et une gestion remarquable par la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Donc c'est 15 millions en plus qui tombent dans les caisses de la ville. Le deuxième point, c'est qu'on a un foncier qui est très cher. Il a ses inconvénients, il a aussi ses avantages. La ville d'Antibes s'est dotée dans 20 ans d'un patrimoine qu'ensuite il remet dans le circuit économique avec un bénéfice. Le fait de vendre... Donnez-moi un exemple. Je vais vous en donner deux. Le terrain de Marin d'Alacan, il était estimé à 8 millions, on l'a vendu 32. Le terrain des Trois Moulins, qui est la porte d'entrée de Sofia, il était estimé à 8 millions, on l'a vendu 44. Donc, comment vous réalisez cette bascule? Vous êtes dur en affaires, c'est ça? Vous traitez... Oui, je n'ai pas une réputation d'être un tendre dans ce domaine. Mais ce qui est important, c'est la méthode. Voilà. On a une évaluation et on fait faire un projet. On ne vend pas des terrains. On ne joue pas au Monopoly. On dit qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait à cet endroit. L'entrée de Sofia, allez, on fait une entrée de Sofia, mais on va la faire en exigeant une très belle architecture, en exigeant bien sûr des moyens financiers importants. Et on met en concurrence. Et la mise en concurrence dans ce dialogue qu'on appelle le dialogue compétitif, je prends l'entreprise A, B et C et je leur dis faites le mieux. Faites-le mieux et puis le plus rentable. Et c'est comme ça qu'on a effectivement des projets qui sont comme les projets des Combes, par exemple, ou les projets sur Sophia Antipolis du pôle Alpha, dans lequel on a des architectures de très haute qualité associées à une rentabilité financière pour la ville ou pour la communauté d'agglomération. Si je simplifie, si je résume, ça veut dire que les projets que vous réalisez rapportent de l'argent à la ville. Ben, les projets qu'on fait, ils coûtent et rapportent. Voilà. Mais dans plusieurs cas, ils finissent par rapporter plus que ce qu'ils n'ont coûté. La ville, ça n'est pas qu'une entreprise, mais c'est aussi une entreprise. Et une entreprise, à un moment donné, si elle se replie, qu'elle n'investit pas, qu'elle n'achète pas des terrains... Regardez, on a acheté le terrain en face du Fort Carré, on les a tous achetés. Bon, quand on les achète, on dit, mon Dieu, 3 millions, 4 millions. Mais quand on les a aujourd'hui, est-ce que l'entrée de ville du côté du Fort Carré, ça n'est pas trouvé amélioré? Est-ce que l'entrée de ville à l'ouest, avec les eucalyptus, ça n'est pas trouvé amélioré? Et tout ça augmente, je dirais, d'abord la rentabilité, et puis ça valorise la ville. Et les gens qui ont acheté à cet endroit-là et qui voient l'amélioration de la ville, eh bien, ils ont aussi un bénéfice. Parce que le jour où ils ont besoin de vendre, eh bien, ils trouveront que le prix aura augmenté. La ville, ça n'est pas une entreprise aussi parce qu'elle fait beaucoup de social. Vous consacrez une grosse partie du budget au social, à l'action sociale menée par le CCAS. Je crois 9 millions d'euros à venir sur le prochain budget. C'est beaucoup par rapport à une ville de la taille d'Antibes-Juan-les-Pins? Oui, c'est une des villes qui investit le plus dans le social. Pourquoi vous investissez dans le social? Je pense que c'est une question d'équité et de justice. Quand on a une ville qui est prospère, quand on a une ville dynamique comme Antibes, quand on a une technopole qui est la première d'Europe aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle, on n'a pas le droit de négliger la précarité, la vulnérabilité, que ce soit la vulnérabilité de l'enfant en situation de handicap, que ce soit la vulnérabilité de la personne âgée. C'est la raison pour laquelle, je prends un exemple parmi d'autres, mais personnes âgées qui ont besoin de rénover leur appartement parce qu'ils n'arrivent plus à ouvrir les volets, parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans la baignoire de la salle de bain. On en a fait 500 là, en l'espace de 2 ans. Et donc, on améliore la qualité de la vie. Voilà. Et une ville, comme un pays, comme un peuple, qui ne se préoccupe pas des plus vulnérables, eh bien, ça ne mérite pas le nom de civilisation. Ça, c'est Jean Leonetti le maire, mais c'est aussi Jean Leonetti le médecin, je pense.
Peut-être les médecins, en particulier les médecins des hôpitaux, ils savent qu'ils soignent tout le monde de la même façon et avec le même engagement. Et je pense qu'on n'a pas le droit de tourner la tête devant deux choses, devant l'injustice, devant la violence. Et il faut réprimer la violence avec beaucoup de détermination, mais on n'a pas le droit aussi de détourner la tête contre la faiblesse, la précarité, les personnes qui sont en fin de vie, les personnes qui sont vulnérables. C'est l'équilibre que je souhaite imprimer dans la ville entre l'autorité restaurée et la solidarité maintenue. Cette semaine, vous baptisez un jardin qui se trouve au nord d'Antibes, au quartier des Combes, du nom de liés Méliné et Missak Manouchian. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots leur histoire et nous dire pourquoi vous avez tenu à ce qu'un jardin porte leur nom à Antibes? C'est une histoire nationale. Pourquoi ils sont devenus, entre guillemets, célèbres? Bien sûr, c'est des résistants qui ont été assassinés par les nazis. Déjà, c'est un point. Mais ce sont des étrangers qui étaient à cette époque-là, plus français que certains Français. Et qui se battaient pour une cause noble de la dignité de la personne humaine. Et donc, ça, c'est le premier point qui me paraît essentiel. Le deuxième point, c'est qu'ils sont arméniens. Et l'Arménie est un pays ami de la France. C'est un pays qui a subi un génocide par les Turcs et qui aujourd'hui encore est menacé par les mêmes qui veulent les contraindre à quitter leur pays et à s'exiler une fois de plus. Donc solidarité avec l'Arménie, qui est un grand peuple, un beau peuple dans lequel l'immigration arménienne en France, elle a été une immigration qui a été réussie, parce qu'il y avait les mêmes valeurs. Et puis le deuxième point, salut à ceux qui ont donné leur vie et qui ont donné aussi leur vie parce qu'ils ont été repris par la culture. L'affiche rouge est quelque chose qui est terriblement émouvant. Vous pouvez nous dire ce que c'est? Tout le monde ne connaît pas l'affiche rouge. L'affiche rouge, c'est un poème d'Aragon qui a été mis en musique ensuite par Léo Ferré et qui rappelle l'idée que les nazis, pour essayer de cliver et de dénigrer les résistants, montraient que c'était des étrangers, hirsutes menaçants. Voilà. Et ces étrangers, ils les ont mis sur une affiche qui était rouge, et en disant « voilà vos libérateurs », en essayant de montrer que c'était des sous-hommes. Et donc, la lettre qu'écrit Missak à sa femme est une lettre émouvante parce que c'est une lettre d'espérance, c'est une lettre de confiance. Il dit, par exemple, « fais des enfants », il faut faire des enfants, voilà. Dans un pays dans lequel aujourd'hui on se pose la question, est-ce qu'on va faire les enfants, est-ce qu'il va être heureux, est-ce que c'est le moment? À cette époque-là, cet homme qui allait mourir dit faites des enfants. Donc il a confiance dans l'avenir, dans une situation la plus dramatique qu'on puisse imaginer. Il va être assassiné et peut-être sa cause va être perdue. Donc je pense que cet élément-là est un élément fort. Voilà. Et il dit je meurs sans haine pour le peuple allemand. Voilà. Donc c'est un peu une situation aussi dans laquelle cet homme digne renie pas son combat. C'est un étranger plus français que français, et parce qu'il porte les valeurs de la France, et qui dit, qui envoie un message d'espérance, et qui dit faites des enfants et l'avenir sera meilleur. Je trouve que ça mérite bien un jardin au cœur d'Antibes. C'est magnifique. Merci Jean. Merci. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Juan Lépin. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.